Kalamoussou, c'est l'un des meilleurs combattants qu'on ait jamais eu sur le sol français. Ça ne va rien changer. Et un grand combattant a besoin de perdre avec des honneurs. Ce que fait son équipe, c'est le déshonorer, de vouloir justifier les choses qui vont ridiculiser sa défaite. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Comme des Bavons. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, M. Fernand Lopez. Comment ça va? Enchanté, cher ami. Ça forme? Ouais, ça Ok. va, merci. Avant de commencer cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. Fernand, aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler d'Ares. Qu'est-ce que tu as à dire sur Ares? Quel bilan peux-tu faire? Quel bilan je ferais d'Ares? J'ai un mot, c'est excellent. Ouais. C'est qu'on a été sans cesse en perpétuelle amélioration. Ouais. Systématiquement, d'un Ares à un autre, on a senti l'évolution. À chaque fois qu'on termine un événement, on enchaîne une réunion. La réunion, c'était... Là, on a fait un événement samedi dernier, et puis là, on est mercredi, mais hier, on a une réunion, un point, avec toute l'équipe qui nous fait avancer souvent, et on sent qu'on s'améliore souvent. Et donc, ouais, en un mot, le bilan est plutôt positif, avec des difficultés. L'événementiel, c'est ça le principe, beaucoup de surprises, beaucoup d'imprévus, mais on gère, on vit avec, on avance. Il n'y a plus personne qui gruge, comme tu avais dit dans je pense pas je pense pas qu'on soit au niveau zéro déjà. Ouais. Je pense que ça prend du temps, mais cependant, on a senti que la sécurité s'est améliorée. On a fait bouger des choses. C'est un petit détail de sécurité venu d'Angleterre. On a amélioré certains petits détails. On a vu encore quelques failles qu'on va améliorer. On en a discuté hier. Mais on avance sérieusement sur tous les points. On avance sérieusement. C'est très compliqué d'avoir une sécurité complètement hermétique quand on commence à avoir plus de 2000 personnes. Là, on avait 3500 personnes. Gérer tout ça, c'est compliqué. Mais on avance à petit pas, on va y arriver un jour. Ok, c'est top. Et est-ce que pour l'année prochaine, tu comptes changer de salle ou tu comptes rester au Dôme de Paris? Pour le moment, on va rester au Dôme de Paris. Nous sommes une entreprise sérieuse qui a vraiment envie d'évoluer en fonction et de maintenir son modèle business. La seule manière d'évoluer pour nous, c'est de contrôler les coûts. À chaque fois qu'on va faire un déplacement, le moindre déplacement, si on part de Paris pour Marseille, on aura les coûts qui vont exploser. Si on part de Paris pour la Belgique, pour la Suisse, tout change. Parce qu'on a des nouveaux partenaires, parce qu'on a des nouveaux fournisseurs, parce qu'on a des nouveaux lieux et qu'on ne sait pas, on n'optimise pas tout. Là, sur le Dôme, on a tout qui est optimisé. On a déjà fait plusieurs fois, on sait comment ça fonctionne, on sait à quel moment on économise, à quel moment on sort des sous, tout est rodé, tout est calculé, et on va rester là-dessus, faire le soldat pendant quelques mois, et puis éventuellement en fin 2023, peut-être 2024, on va s'exporter. Ok, c'est top. Maintenant, je vais parler des combats qu'il y a eu samedi soir. Yes. On va commencer par Amin Ayoub contre Damien Lapillus. Pourquoi autant de polémiques par rapport à ce combat? Autant de polémiques parce que l'OMM est en train de progresser. Ouais. Ce qui fait la polémique au football, c'est quoi? C'est la passion. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un match, un classico, et vous savez qu'il y aura de la passion. Et la passion, le principe de la passion, c'est qu'il y a moins la raison. Quand il y a la passion, on raisonne moins. On voit un combat qui est arrêté, et tout de suite, ce qui vous vient en tête, c'est « mais non, ils m'ont tué mon rêve, quoi ». Enfin, je suis parti de Nantes, je suis arrivé là, je voulais voir Amin Ayoub gagner, et il me tue mon rêve. Et si c'est pas très clair qu'Amin a pris un KO clean, bah, je n'ai pas envie de l'entendre, j'ai pas envie de réfléchir. Voilà. Et donc, du coup, il y a la passion du côté de Damien qui sont en mode oh, on a fait un truc de malade. Parce que peu importe le résultat finalement, il faut savoir qu'un entraînement, des deux côtés, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, et tous les combattants sont des pros, ils savent que le principe du combat, c'est qu'en une seconde, une erreur, un coup à ces niveaux, et tu perds le combat. Donc, même quand tu es sûr de toi à 100%, comme l'était Amin Ayoub ou comme l'était Damien,
c'est quand même une charge émotionnelle lourde de savoir qu'à tout moment, tu peux glisser sur une peau de banane alors qu'il n'y a pas de peau de banane dans l'octogone et tu perds le combat. Et donc, quand il y a cette explosion, il y a toutes les émotions qui remontent, de la colère, de la déception, de la joie. Et c'est ça qui apporte de la polémique. Et non, il ne faut pas le voir complètement négatif. Je pense qu'aujourd'hui, le développement du sport de masse passe par la passion. Il faut que la passion elle soit contrôlée, mais la passion, elle est bien de savoir qu'il y a une grosse team de Nantes qui a débarqué versus une grosse team parisienne pour Damien Lapellus. Ça commence à prendre. Ça veut dire que dorénavant, comme un classico PSG contre Marseille, on a des villes qui vont s'affronter et c'est ça qui crée la polarisation et la polarisation pousse les gens à l'achat. C'est clair. Et est-ce que la décision du médecin est justifiée selon toi? Aujourd'hui, on n'est plus à se poser la question. C'est que tout ça ne dépend plus de moi en réalité. Aujourd'hui, la première des choses qu'il faut comprendre, ce qu'on doit donner aux gens, ce qu'on doit apporter comme éducation, c'est que la décision d'un médecin est souveraine et régalienne. Elle ne se discute pas. Il y a un médecin qui donne, quelles que soient les organisations, il y a un médecin qui dit quelque chose, c'est validé, on ne discute plus, fin du game. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les résultats post-traumatiques et post-événement nous ont prouvé qu'elle avait raison, dans un sens et dans l'autre. Est-ce que tu peux nous souligner ce que ça a apporté comme décision? Simplement, il y a eu une décision qui était pour la jeune femme sur laquelle on a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. On a parlé de... Moi aussi, je suis tombé d'ailleurs dans le piège. Je ne la connaissais pas. Je vais l'appeler PS. Ce sont les initiales de son nom. Et on a parlé d'une jeune fille qui n'avait pas d'expérience, qui avait 25 ans, alors qu'en réalité, elle en a 31. Elle a une grosse expérience, ça fait quasiment... elle est à son 4e event sur Arès. Elle arbitre déjà, enfin, elle officie déjà sur plein de compétitions, d'autres compétitions que l'OMMA, le grappling notamment, le jiu-jitsu brésilien, et donc elle a une grosse expérience dessus. Et donc cette jeune femme a décidé, en son âme et conscience, d'arrêter le combat d'Amine en disant qu'Amine n'avait pas un résultat positif sur ce qu'on appelle le test de poursuite. Et donc elle a eu une suspicion d'une fracture simplement du plancher orbital avec probablement une incarcération du nerf optique ou en tout cas de la chair qui est autour du nerf optique, ce qui est hyper dangereux. Ça veut dire que concrètement, Amine aujourd'hui risque probablement une exclusion des combats pendant 6 mois avec une opération qui va nécessiter la pose d'une plaque métallique sur sa table. Donc ce n'est pas si léger que ça, la problématique qu'il y a. Ça c'est une certitude, hein. Ça, c'est ce qu'on dit là, c'est factuel, c'est là. Et donc on peut saluer aujourd'hui son aide parce qu'elle a été traînée dans la boue alors qu'elle ne devrait pas. C'est-à-dire qu'on laisse une marge d'erreur. On considère qu'un médecin pourrait avoir juste, mais on préfère qu'elle ait juste, et on préfère qu'elle ait, même si elle a faux, et qu'il y ait la mesure de précaution. Et qu'on se dise que par mesure de précaution, elle a pris la décision de stopper, au lieu que ce soit trop tard. Quand c'est trop tard, c'est compliqué. On a vu récemment un jeune boxeur qui est décédé, et qui était là, qui était conscient, qui boxait, mais qui boxait dans le vide parce qu'il n'était plus présent, il n'avait pas... Voilà, et il est décédé quelques heures après. On n'a pas envie d'arriver sur des grammes comme ça, c'est hyper compliqué. Donc voilà, il y a cette décision qui a été faite par la jeune dame que je trouve très courageuse de se retrouver. Moi, j'ai déjà eu à arbitrer quand j'étais plus jeune et c'est extrêmement stressant. Il y a une foule qui vous observe, vous devez rapidement prendre des décisions. Les décisions ont des conséquences graves. Moi, j'habitais en amateur. Là, on habite en pro. Ça veut dire qu'il y a l'argent qui est en compte. Quand Amine Ayoub perd son combat, il perd beaucoup d'argent. Il y a les carrières qui changent de trajectoire. Il y a l'UFC qui arrive le 3 septembre. Chacun de ces combattants se dit, sur un malentendu, je pourrais avoir une place s'il y a quelqu'un qui se blesse. Il faut juste que j'ai un palmarès qui est sur du vert, que je sois sur une victoire. Et donc, du coup, on lui retire tout ça. Elle a 3500 personnes qui l'encerclent. Elle a des bonhommes qui ont des teams et tout.
prendre la décision, malgré tout ça, de dire, bon, à mon âme et conscience, je vais stopper. Là, je m'arrête. C'est génial. Et encore, il y a beaucoup de versions qui circulent et qui vont de versions incroyables sur le rôle d'un arbitre, et que l'arbitre a hésité, et puis le médecin a hésité. Donc, non, il n'y a pas d'hésitation. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, oubliez ce que vous lisez, oubliez tout ce qui s'est dit. Il y a une unique vérité, c'est celle-là, c'est que celui qui a fait des compétitions, oubliez ce que vous avez dit dans le bouquin, celui qui a fait des compétitions le sait. C'est comme ça. Il n'y a pas le temps d'aller voir le DO ou le délégué officiel pour décider. On est en plein direct. On a 30 secondes pour décider. Vous avez déjà vu à l'UFC un médecin qui sort et qui va dire au délégué, « Allô, monsieur le délégué officiel, il y a un souci, je vais peut-être... » Non, ça n'existe pas. Le médecin regarde, là, il fait ça, il ne discute même pas, il regarde, en 2 secondes, il fait ça. Fin de l'histoire. Vous le voyez en direct à la télé. Vous n'avez jamais vu de la vie un médecin qui va se référer à un délégué et dire au délégué, bon, je vais arrêter le combat. Non. Le délégué traîne dans le coin, tant mieux. S'il traîne dans le coin, tant mieux. S'il ne traîne pas, tant pis. Mais en tout cas, elle a une décision au-dessus de celle de l'arbitre à partir du moment où... Voilà. L'arbitre déjà a soupçonné la blessure. Il faut comprendre que l'arbitre, quand le médecin rentre, c'est l'arbitre qui l'appelle en disant, il y a une attitude et un comportement qui est bizarre chez Amin Ayoub. Il a pris un coup, et depuis tout à l'heure, il passe sa main sur son visage. Et non simplement, il passe sa main, c'est pas parce qu'il essuie du sang ou quoi que ce soit, mais il garde sa main sur son visage. Il recule, il est dos au mur, il se met sur le côté. Ce sont des signes extérieurs qui montrent qu'il y a peut-être une blessure grave. Et effectivement, le résultat plus tard va montrer que c'est une blessure grave. Donc, l'un comme dans l'autre, je pense qu'on a ce devoir-là d'apporter de l'éducation, avec toute l'humilité possible, de l'éducation à des personnes qui ne connaissent pas encore le MMA. Il y a beaucoup de personnes qui regardent le MMA, comme moi je regarde le football américain, je n'ai pas la culture et l'éducation du football américain. J'admire le sport, j'aime le sport, mais j'aimerais qu'il y ait sur des plateaux télé des experts qui m'expliquent les détails et la culture du football américain, ce que je manque dessus. Et aujourd'hui, on a ce devoir-là d'apporter de la formation, de l'éducation aux spectateurs qui nous observent pour qu'ils puissent mieux apprécier et comprendre ce qui se passe. Et par rapport au silence de Guillaume Pelletier et Amin Ayoub, toi, comment tu réagis? Parce que pour éclaircir la polémique, je trouve que Guillaume Pelletier est sur une position très compliquée. Ouais. C'est un agent. Le rôle d'un agent, c'est de soutenir son athlète. C'est quoi? Quoi qu'il fasse. Il est vraiment en porte-à-faux. Amin Ayoub, c'est plus compliqué. Je ne comprends pas sa posture, je lui ai dit d'ailleurs. On échange, là, on s'écrit, et il a l'air d'être amusé par la situation. Il dit, mais non, coach, c'est bon, hein, j'ai pas mal, c'est bon. C'est ce qu'il me dit en texto. Je lui dis, mais moi, je ne te parle pas de douleur, je te parle de ton résultat. C'est grave, le résultat. Que ce soit douloureux ou pas douloureux, tu es en danger, tu ne prends pas les précautions pour le faire, pour te soigner, et en même temps, je vois que tu me parles de ton prochain combat, je vois que tu me demandes que tu veux combattre, mais tu ne te rends pas compte que tu salis l'image du sport si tu n'as pas l'honnêteté de dire « j'ai eu un suivi médical, on m'a détecté une fracture et que c'était compliqué ». Donc, cette posture-là, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas ceux qui préfèrent taire la vérité, histoire de créer, satisfaire les fans. Maintenant, je comprends totalement Guillaume, avec lequel j'ai parlé et qui, en privé, m'a... Enfin, c'est même pas il est d'accord, puisque moi, les résultats, je les ai. Donc, il essaie, il y était, il a vu les résultats, il sait ce que... Et il me dit, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mes clients, et quand j'ai des clients, je dois les suivre, c'est une famille, je respecte, je suis, et je l'entends complètement, je suis un agent et tout, et sa posture, je la comprends totalement. Ok, ça marche. Maintenant, on va parler de Damien Lapillus. Après 3 victoires consécutives, est-ce qu'il aura droit au title shot de Ares? Je pense qu'il est légitime au title shot. Légitime, mais est-ce qu'il aura droit? Oui, pour être tout à fait honnête, en ce moment, on essaie de trouver. Il y a une discussion à l'heure actuelle. Là, je montais les escaliers. Avec Faresiam? Non. Non. Faresiam est encore
selon son manager sous le roster de l'UFC. Moi, j'ai discuté avec Fariziam, j'ai discuté avec Fariziam, j'ai discuté avec Ali, le manager de Fariziam, qui m'a dit que pour le moment, il faut le considérer comme étant encore sur le roster. Il n'a pas encore été coupé de l'UFC officiellement. En gros, il est en train de travailler pour que Fariziam puisse avoir un contrat renouvelé. Donc pour le moment, il n'y a pas moyen dessus, mais on a 2 pistes qui sont en train d'être étudiées pour la défense pour la ceinture inaugurale à 70 kilos. Est-ce que tu peux nous dire des noms ou c'est encore... Je ne peux pas. Ouais. Là, je ne peux pas. Ouais. Ok, ça marche. Et justement, moi je voulais parler encore plus de Damien Lapillus parce que je trouvais qu'il est plus à l'aise maintenant au fil des années. Est-ce que c'est pas l'effet Ousmane Gassama, le préparateur mental? Probablement, il y a un ensemble de faits, il y a un ensemble de choses qui sont partagées. Il y a la maturité de la part de Damien qui commence à comprendre un peu le game, mine de rien. Il a cherché son style pendant longtemps. On sent qu'il trouve son style. On sent que quand il met la pression, il cherche quelque chose. On le voit que quand il a touché, il ne s'est pas jeté, mais cependant, il est resté précis sur la même blessure, histoire d'enfoncer la blessure et d'obliger l'adversaire à s'arrêter. D'ailleurs, c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils disent mais pourquoi il est content, c'est l'arrêt du médecin. Mais le gars, il ne s'est pas cogné la tête sur la porte d'Amin Ayoub. Il a eu une succession de frappes de ceux qui l'ont obligé qui ont obligé le médecin à arrêter le truc. Et puis, il y a le fait que ça fait très longtemps qu'il est pris en main avec Ousmane, qui est un excellent préparateur mental. C'est d'ailleurs le préparateur mental de Cyril Gane également. Et donc, Ousmane, merci beaucoup. Good job. Ok, ça marche. Maintenant, on va parler du fameux main event. Karla Moussou contre Abdouragimov. Là aussi, encore des polémiques sur l'arrêt du médecin. Ouais. Est-ce que je trouve que ça aussi est justifié, sachant qu'on a vu la vidéo, on voit très bien que Karla Moussou n'arrive pas à suivre le doigt du médecin. Donc pourquoi autant de polémiques encore une fois? Mais parce que vous avez vu la vidéo a posteriori, c'est que Mais même après posteriori, il y a encore des polémiques. Parce qu'il y a une affaire de posture dans la vie. Quand vous dites quelque chose, il est difficile de revenir. Il y a peu d'hommes qui ont cette force-là de dire « Ah, mea culpa, je suis désolé, je m'excuse, j'ai eu une mauvaise posture, je recule sur ma posture. » Je pense que, pour ne pas parler chinois, je pense que les hommes de coin de Karla Moussou ne sont pas bons. Simplement. C'est pas, il ne faut pas passer par 4 chemins pour le percevoir. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un coaching, tu mets la vidéo, tu fermes les yeux ou tu prends ton stylo, tu notes ce que dit le coin, tu le sais. Vous avez un coach qui explique. Je lui ai demandé de bloquer le gars qui l'a amené au sol pour qu'il ne frappe pas. Ça se faisait il y a 30 ans. Ça n'existe plus ça. On ne retient pas un mec qui est au sol qui frappe, puisqu'à la décision, de toutes les façons, il va gagner. Il est au-dessus en position de supériorité. Les juges considèrent qu'il a amené le combat au sol. C'est lui qui contrôle le combat. Il n'y a aucune raison pour que... il y a aucune raison pour que ça se passe différemment. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on le sait très bien, on sait qu'on va perdre le combat si on reste accroché dessus. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Voilà, quoi, si tu ne peux pas rester accroché dessus. À un moment donné, les réflexes de Karl reviennent. Il lâche la tête pour aller chercher à attaquer autre chose, pour le mettre en danger et pour que Abdou change de position et lui permette d'échapper. Mais aussitôt qu'il lâche, son coach, Thomas, lui crie dessus, non, tiens la tête, garde la tête, garde la tête. J'ai eu un entretien avec Thomas. Ouais. Je lui ai dit, je pense que tu as eu tort de coacher comme ça, c'était très mauvais. Non, après, peut-être que eux, en fait, leur argument, c'était que comme Karl, c'était quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et comme il a tenu déjà beaucoup de combats, comme celui contre Ben Askren, où voilà, il est vraiment à l'ouest, mais il continue encore à combattre, peut-être ils se sont dit que c'était bête d'arrêter le combat aussi. Ça, c'est autre chose. Là, toi, tu te concentres et tu parles uniquement du côté arrêt de combat. Je te dis que l'incompétence apporte à ce qu'il faille
justifier la défaite autrement. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la véritable problème, c'est que comment tu expliques à ton élève qu'il a perdu alors que tu lui avais dit, si tu bloques la tête, tu ne vas pas prendre des coups de coude à la tête. Sauf qu'il a bloqué. Au bout d'un moment, tu peux bloquer de manière indéfinie. Les mains se sont fatiguées, il a pris des coups de coude dans la bouche. Et donc, du coup, peu importe comment tu bloques, tu finis par prendre des coups de coude dans la bouche. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut justifier. Okay. Et donc, dès que tu sors de la cage, tu t'en prends à quelqu'un. Il faut que quelqu'un ait la faute. Bon, la pauvre dame, on tombe sur elle et c'est elle la fautive. Mais en réalité, non. Il faut juste passer une main dans le dos de ton partenaire et lui dire, écoute, aujourd'hui n'a pas été la bonne et tout. On est tombé sur plus fort. Et puis voilà, fin de l'histoire. Il ne faut pas compliquer la vie. Ensuite, quand tu vois une vidéo qui a la planète entière, qui voit la vidéo, quand on dit, bon, ce monsieur n'est plus conscient. Il y a deux façons d'être conscient, deux options. Si tu as déjà été sur une piste de décollage, tu as déjà vu les gens qui ont des lumières, qui font ça. Le pilote, il est dans l'avion, il voit. La femme, elle est à 10 cm de Carl, quoi. Elle fait ça devant Carl. Et Carl est comme ça. Il voit pas ces signes qui a 20 cm de lui, alors que le pilote qui déplace son avion, il voit un mec qui est loin qui fait ça. Donc, ça veut dire que Carl, s'il ne réagit pas et qu'il ne dit pas, il n'écrit pas au scandale, ça veut dire que soit il accepte que le médecin stoppe son combat, soit il n'est pas conscient de ce que le médecin vient de faire. L'un ou l'autre montre qu'il n'est plus là. Et il faut le protéger. C'est pas grave. Ce monsieur, c'est un grand combattant. On ne peut rien changer. Carl Amoussou, c'est l'un des meilleurs combattants qu'on ait jamais eu sur le sol français. Ça ne va rien changer. Et un grand combattant a besoin de perdre avec des honneurs. Ce que fait son équipe, c'est le déshonorer, de vouloir justifier les choses qui vont ridiculiser sa défaite. Et maintenant, on va parler du futur pour Carl Amoussou. Est-ce que c'est un combat contre Michael Lebou? Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui le combat qui se profile si les deux veulent vraiment s'affronter. Michael Lebou dit qu'il veut l'affronter. Je ne sais pas encore. Michael Lebou a dit que ce serait une erreur pour Carl Amoussou d'accepter le combat. J'ai eu une conversation avec Thomas Louberzan, son coach, qui a dit que si Michael Lebou accepte le combat, il est mort parce que c'est pas le même game et il est persuadé que Carl Amoussou va finaliser Michael Lebou au premier round ou le mettre KO. En tout cas, je n'ai pas eu la version de Carl. Je ne sais pas si Carl veut combattre. Je sais juste que son coach pense que c'est un mauvais match pour Michael Lebou. Michael Lebou veut combattre, il pense que c'est un mauvais match pour Carl. Moi, je pense que c'est un match qui a lieu d'être et qui va apporter beaucoup de complexité, puisque ici, là, dans cette salle-ci, les deux se sont entraînés ici et ont fait plein de sparring ici pendant des années. L'un est parti à l'UFC, voilà. Selon l'autre, injustement. Voilà, donc du coup, il y a une longue histoire dessus qui fait que de cette salle-là, ici, il y a eu Carl Amoussou qui a vécu des années ici et Michael Lebou qui a vécu des années. Effectivement, en termes de ranking, Carl était loin au-dessus de Michael Lebou. En termes d'efficacité, Carl était beaucoup plus efficace. À cette date-là, en sparring, il dominait Michael Lebou. Et aujourd'hui, le temps passe, les deux se rencontrent et donc on est curieux de voir ce que ça va donner. Maintenant, on va parler d'Abdullah Abdouragimov. Il a gagné avec de l'agressivité pour premier round, ce que demande l'UFC. Maintenant, ça y est, il a encore confirmé encore une victoire. Est-ce qu'il est légitime à l'UFC, sachant qu'en plus, il a gagné à l'UFC Fight Pass. Donc, ça veut dire que vraiment, tu as tout mis en œuvre pour que là, normalement, il soit légitime d'être à l'UFC. Là, il est légitime déjà depuis quelques temps. Ce n'est pas la première fois qu'il gagne sur l'UFC Fight Pass. Ce n'est pas la première fois qu'il gagne avec la manière. Il a battu un vétéran de l'UFC. Il y a peu d'organisations sur lesquelles tu peux avoir une audience comme celle-là, combattre... même sur la fin de la carte principale qui est passée sur l'équipe, on a quand même une audience cumulée de 1,5 million de personnes. C'est une grosse audience. Donc, non, tout est aligné.
Tout est aligné pour. Il n'y a plus de... Il y a plus de débat possible et tout. Maintenant, on attend plusieurs coups de fil de Sean et on va voir à quel moment ça... Ah, c'est Sean Shelby, c'est plus Mick Ménard maintenant Mick Ménard s'occupe des poids, des poids lourds, des 84 kg, 93 kg et Ouais. poids lourds, les Ok. filles avec. Le reste des catégories sont Sean Shelby. Et puis au-dessus de tout, il y a Hunter Campbell qui gère les gros contrats pour les ceintures. Et voilà. Maintenant, on va parler de Ahmed Salamov. Comme tu dis, c'est un bordel. Lui aussi, qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'il aille à l'UFC? Bah, il faut qu'ils prennent des plus gros challenges. Il faut qu'ils prennent des plus gros challenges. C'est compliqué parce que la Fédé ne nous permet pas de laisser qu'ils prennent des gros challenges. On essaie de bouger les choses. Peut-être on va y arriver, mais on a besoin que la Fédé nous permette de prendre des mecs qui ont plus de 10 combats. Les mecs qui pourraient donner du fil à retordre à Ahmed Salamov sont des mecs qui ont déjà 15 combats, 20 combats. Un peu comme Slim Traveski qui a 3 combats et qui a affronté un mec qui est sorti de l'UFC et qui a une vingtaine de combats. Parce que ces mecs-là sont talentueux, il faut aller chercher du gros talent pour les tester. Dans le cas d'Ahmed Salamov et tout, bon, on est dans l'espoir qu'un jour, il y ait une dérogation pour qu'il puisse affronter un vétéran de l'UFC, histoire de le tester réellement, qu'est-ce qu'il a sous le capot. Maintenant, on va parler de Slim Trabelsi, que tu as longuement entraîné au MMA Factory. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? J'ai beaucoup aimé sa prestation. J'ai vu même Cyril Gann qui a dit que c'était niveau level UFC sur Twitter. Absolument. Même, il y a observé les poids lourds à l'UFC, il y a une bonne moitié qui ne pourrait pas tenir ce combat-là. Pour Francis Ngannou, apparemment en sparring, t'as un petit qui... Oui, mais ça, c'est juste des phases très spécifiques. Ça veut dire que Slim, effectivement, en termes de lutte et tout, c'est un problème. Il fait tomber qui il veut quand il veut. C'est pas un souci. Mais effectivement, il a eu le nez cassé 2 fois par Francis Ngannou, Slim, aux entraînements. Parce que à force d'amener Francis au sol, Francis le relevait avec des uppercuts qui lui ont pété le nez plusieurs fois. Ça ne change pas que pour son jeune niveau, c'est un problème. C'est que l'UFC qui voit ça, s'est dit, OK, on a des gens aujourd'hui à l'UFC qui ont quasiment 45 ans, qui sont des poids lourds, qui ne peuvent pas tenir 2 minutes avec ce jeune Slim. Peut-être ça peut être intéressant pour vous. Pour le moment, on va encore en profiter au maximum. On va encore se débrouiller pour qu'il fasse quelques compétitions chez nous. On a un très bon roster. Peut-être qu'il pourrait faire la ceinture contre... Ah, il est légitime déjà, la ceinture. Peut-être qu'il pourrait faire la ceinture contre... la ceinture intérimaire contre Shamil. Et justement, comme malheureusement il y a comment il s'appelle, Alan Bodo qui a perdu à l'UFC là, le week-end dernier, est-ce que on va le revoir à l'ARES? Je ne le souhaite pas. Ouais. S'il sort de l'UFC, je pense que c'est un profil qui irait bien au Japon. Je pense qu'il a un profil du Japon et puis... Et pourquoi un profil du Japon? Parce qu'Alan, il a passé la moitié de son temps au Japon. Il a découvert le MMA au Japon. Il y était allé comme un cuistot. Il était cuisinier au Japon. C'est un jeune qui a un parcours fantastique. Les gens ne s'en rendent pas compte, ils ne connaissent pas toute l'histoire. Sur le Management Factory, l'une des signatures à l'UFC dont je suis la plus fière, c'est Alan Bodo. Parce qu'il est très facile de signer des champions qui ont déjà une belle identité. Moi, avant que Cyril Gann ne fasse son premier combat, j'envoie un texto à Mick et je lui dis « Check UFC, faites pas ce soir, regarde, tu vas voir un bordel ». Et il regarde le combat et me dit « Ah, je kiffe bien, tiens-moi au courant de la suite pour lui ». Au bout du 2e combat, il le signe. Alan Bodo, c'était pas gagné. C'est que les gens ne se rendent pas compte. Les gens peuvent critiquer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais Alan Bodo, c'est pas gagné. C'est une grosse performance pour un mec qui a fait le sport juste parce qu'il était obèse. Alan, il n'était pas fait pour devenir un champion de judo, fait pour devenir un champion de MMA. C'est un mec qui avoisinait les 140, 150 kilos, qui perd le poids, qui va au Japon pour faire la cuisine, il découvre le truc et puis il se met à faire quelques petits combats. Il monte tout seul.
Il arrive jusqu'à 7-0. Il perd la ceinture de l'UFC en Afrique du Sud. Il revient, il fait le combat au TKO. Voilà, c'est un peu un gars qui... il faut comprendre que la performance, elle est toujours relative. C'est toujours par rapport à la personne. Il y a des personnes, si un gars comme Cyril Gane s'arrête aujourd'hui, on dira c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que il est doué de toutes les façons et il est fait pour devenir quelqu'un qui rentre dans le panthéon des arts martiaux. Alan Baudot, celui qui est honnête et qui voit le profil et que c'est d'où il part, se dit good job Alan. Moi je suis fier de lui dans l'accomplissement de partir de son point A pour arriver un jour à l'UFC, rentrer dans l'octogone de l'UFC, évoluer événement par événement, combat par combat. Oui, il n'a pas gagné, mais combat par combat, il s'est battu comme un lion pour gagner. Il a essayé à sa petite dimension, quand vous faites du coaching à des personnes lambda, des sédentaires, bah, vous faites du coaching et puis il y a une personne qui est handicapée ou qui a un souci ou qui a des problèmes de surpoids, bah, vous lui dites de marcher, vous ne lui dites pas de courir et de faire le marathon comme les autres. À sa dimension, quand il fait un aller-retour en marchant et qu'il a perdu et qu'il a transpiré un peu, vous êtes fiers, vous applaudissez parce qu'à son niveau, il a fait un effort. Ce jeune-là, c'est une vraie performance pour le Management Factory de l'avoir placé à l'UFC. Ce n'était pas gagné et il faut saluer cette performance. Il faut saluer la performance de lui qui s'entraîne et qui se bat pour aller chercher une victoire à l'UFC. Bon, ça c'est quelque chose d'important à placer dans le contexte. Quand tu l'as placé dans le contexte, bon, tu te dis, ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas eu sa victoire, ça aurait fait du bien, on l'a cherché tous, on s'est battu pour. Je respecte beaucoup le travail qu'a fait Benjamin dessus. En gros, moi c'est facile, je me retrouve avec une Ferrari qu'on me donne et puis j'en fais un bolide, comme Francine Ngannou. Je me retrouve avec une Lamborghini, j'en fais un bolide. Bon, et on donne une Mazda à Benjamin Safati, on lui demande d'en faire un bolide. Il se débrouille pour que le gars gagne des combats, arrive quand même à l'UFC. Donc, moi, je salue beaucoup sa performance, je salue beaucoup la performance d'Alan Baudot et le petit parcours qu'il aura fait. Attention, la messe n'est pas dite. Des fois, quand l'UFC investit beaucoup sur des athlètes, ils n'ont pas envie de les voir repartir et puis ils leur redonnent quelque chose. Sait-on jamais. Tu peux recombattre là le 3 septembre. C'est du champ des possibles. Ça pourrait être choquant, mais c'est du champ des possibles. Ou il pourrait, comme je dis encore, il pourrait le remercier d'ici demain. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il aura beaucoup de respect au Japon. Je pense que s'il se retrouve au Rising, il aura beaucoup de respect. S'il se retrouve au One FC, en France, il ne va pas être respecté. Le public français est très dur. Le public français, même pour des personnes comme Cyril Gane, qui est talentueux et qui fait du bon boulot, il y a toujours quelques minorités qui vont critiquer, qui vont dire n'importe quoi. Je pense qu'Alan Baudot, avec le climat hostile qu'il y a sur le territoire, je le vois mieux aller au One FC, aller au Rising, refaire une nouvelle carrière dans un milieu qui est le sien. Il parle japonais, il est bien, il marche bien avec le milieu. Et c'est pour ça que si jamais il partait de l'UFC, je le vois plus sur le côté asiatique. Je vois. Bon, maintenant, on va parler de Taylor. Yes. Taylor Lapillus. À quand l'UFC? Taylor Lapillus, à quand l'UFC, ça devrait être en septembre. Ce n'est pas encore confirmé, il n'y a pas encore de... Ouais. C'est pas encore officiel, mais ça devrait être en septembre. Mais ça envoie. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, on va parler de Nassourdine Imavov. Donc, est-ce qu'il va combattre à l'UFC Paris? Nassourdine Imavov est prévu à l'UFC Paris. Ouais, il est prévu. Ok. Mais est-ce que il y a rien d'officiel ou... C'est officiel dans ma tête. Ouais, ok. Ok. Et concernant justement l'UFC Paris, qu'est-ce que tu penses de la carte actuelle? Elle est bonne, elle n'est pas... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à ajouter, à améliorer? Il faut juste qu'il y ait plus de Français, c'est tout. Oui, non, c'est clair. Mais sinon, elle est bonne. Enfin, quand tu as Manon Fiorot sur une carte, Manon, c'est un problème, attention. Hein. C'est que les Français auront de quoi crier. Et surtout que l'adversaire qu'on lui a mis, est-ce que c'est officiel ça? Oui.
Oui, oui, c'est officiel. Jessica Andrade, c'est officiel. Ok. c'est officiel. Bah, Jessica Andrade, c'est un vrai. C'est Un vrai bordel. C'est un bordel. Ouais. Pour gérer Jessica Andrade, Ouais. c'est vraiment compliqué. Tu vois, c'est Bataseka, elle envoie tout, c'est la guerre mondiale, elle envoie des bouches d'égout, des kettlebells, ça swing de partout. Ouais. Et puis, in fine, si elle met la main sur toi, elle va t'arracher du sol. Donc, c'est un match difficile, c'est un gros test sur Manon Fiorot. Je suis quasiment convaincu qu'elle va gagner, même si Jessica, c'est vraiment une amie. Pour le coup, c'est vraiment une amie. Et donc, mais je souhaite quand même que Manon Fiorot gagne, parce que bleu, blanc, rouge. Et puis, Et Cyril gagne contre Tuivasa, comment tu c'est gagne contre Tuivasa, c'est un match très délicat, il faut faire très attention. Les gens sous-estiment la vitesse de déplacement de Tuivasa quand il boxe. Les gens sous-estiment les low kicks de Tuivasa. Tuivasa, en ce moment où on parle, il est en Thaïlande. Tiger, histoire d'affiner ses kicks, parce qu'il a des low kicks dévastateurs. En général, comme il a des grosses frappes des bras, quand il attaque les gars avec les bras, on sait que les gars se déplacent. Et en gros, dans leur gym, pour stopper les gens, c'est le kickboxing, pour stopper les déplacements, ils aiment beaucoup utiliser les low kicks, histoire de casser les fondations. Donc c'est un gros match à pas négliger du tout. Il faut être très concentré tout le temps. Pendant les 25 minutes, il va falloir être concentré. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez fait un travail de lutte, vous avez fait un travail de lutte comme tu avais dit auparavant ou non là, On a toujours fait un travail de lutte et on l'a fait encore avec beaucoup plus d'accent cette fois-ci. Mais non, Cyril a toujours été un bon lutteur. Hein. Quand je dis bon lutteur, c'est pas de nature lutteur, mais les gens oublient juste. Non, moi je dis par rapport au récent interview quand tu avais dit que Cyril il va manger la lutte. C'est ça, j'ai bien compris. Il a mangé la lutte. Il a mangé la lutte, mais je dis que même avant ça déjà, il avait une lutte correcte pour pouvoir lutter contre un mec comme Tuivasa. On l'a vu lutter contre un gars qui est très relou à faire tomber, Jairzinho. Et on l'a vu mettre Jairzinho par terre. On l'a vu mettre Deontay Maes par terre avec un timing de malade. On l'a vu mettre un timing d'école à Francis Ngannou à un moment donné. Vraiment, boxe, changement de niveau, décalage, une jambe et tout. Single leg, il a fait tomber. Donc on sait qu'il a une belle lutte déjà à la base. Là, on a bossé la lutte correctement. On a encore 3 mois ou 2 mois et demi à bosser encore beaucoup dessus. Et donc, ma foi, je pense qu'il sera prêt pour recevoir Bam Bam. Ouais, ok, ça marche. Maintenant, on va parler de Rizlen Zouak, qui a malheureusement perdu. Comment tu vois son avenir? Est-ce que tu penses qu'elle va combattre contre Laetitia Blo? Je ne sais pas. Il y avait Laetitia Blo dans le radar. Il y avait Yoni Razafiarison dans le radar. C'est toi qui aimes les combats franco-français. Moi, je trouve que ça, justement, c'est bien pour se refaire. Je pense que santé. Laetitia Blo ne veut pas combattre Rizlen. Elle ne va jamais combattre Rizlen. Il ne faut pas parler chinois. Simplement, c'était un coup de pub quand son manager a dit tout le monde évite Laetitia Blo, que ce soit 57 kg, à 61 kg, 66 kg. Il ne savait pas qu'il y avait des gens. Il disait personne ne va parler. Et il a été pris de court. Je suis sûr que Laetitia lui a dit mais coach, toi aussi tu parles trop. Tu me mets en difficulté. Non, je pense pas que le vrai combat sérieux, je pense que Yoni, c'est une guerrière qui n'a pas peur et qui va prendre Rizlen dès qu'elle a fini avec sa blessure. Elle va demander Rizlen, c'est sûr. J'en suis sûr. Mais Laetitia, je pense que vous pouvez oublier. Ça ne m'a jamais arrivé. Laetitia n'est pas chaude. Il y a des gens qui disent je suis chaud, il y a des gens qui parlent chinois. Est-ce que tu penses que les 2 ans d'inactivité au combat pour Rizlen, ça n'a pas été préjudiciable? Absolument. C'est très compliqué. Voilà quoi, c'est très compliqué pour Après, c'est pas de sa faute, hein, comme tu avais dit, voilà. c'était les adversaires qui... C'était compliqué, c'est compliqué à la matcher, oui. Mais non, absolument, ça a joué un rôle sur ça a mis un coup de mou dans sa carrière. Et c'est dommage. Est-ce que l'objectif UFC est toujours présent ou là on est plutôt sur gagne combat après combat? Non, sérieusement, il faut être réaliste. Ça devient une chimère, ça devient compliqué, ça devient mission impossible. Donc là on vise quoi? On vise Ares, ceinture Ares ou Bellator? L'idéal ce serait que... moi j'aime pas que mes athlètes durent trop sur le combat.
voilà, j'aimerais que Ruslan elle fasse 2-3 combats, qu'elle prenne la ceinture et qu'elle prenne la retraite, quoi. Voilà, quoi. C'est une excellente coach. Elle coach beaucoup de personnes dans ma factory, elle coach des jeunes, elle coach des ados, elle coach même des combattantes adultes comme Asia et tout. Ouais. Donc je pense qu'elle a une carte à jouer sur un métier qui n'est pas très féminisé aujourd'hui. On a de très bons coachs de MMA partout à travers le monde, mais on n'en a pas en France. Je pense qu'elle a une place, une carte à jouer dessus et se positionner comme quelqu'un qui connaît sérieusement le sport de combat et qui pourrait être mon coach. Je ne voudrais pas tirer très longtemps sa carrière. Voilà quoi, c'est une dame qui a donné beaucoup, qui a mis beaucoup d'énergie sur la compétition et je pense qu'il faut commencer à penser à quel moment tirer la révérence. Ok. Maintenant, on va parler du combat qui n'a pas eu lieu pendant la recette. Samir Kadji contre Anthony Salamone. Comme beaucoup de personnes se posent des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. On ne va pas compliquer les choses. C'est qu'il s'est passé deux choses. La première des choses, c'est que Samir Kadji était toujours sous contrat avec le Cage Warrior. Ça, on le savait. Sauf que Yann, le matchmaker du Cage Warrior, nous a demandé de vouloir activer le combat qui restait à Samir Kadji. On lui a passé le numéro de téléphone de Nino, Yanis Chafal, le coach et le nouvel agent de Samir Kadji. Ils ont eu une conversation de la part de Yanis. Il dit qu'ils ont eu un accord verbal pour qu'il puisse faire un combat d'abord sur Arès, ensuite le 23 juillet faire un combat sur le Cage Warrior. Le côté de Cage Warrior dit non, c'est pas vrai. On n'a pas eu d'accord verbal et donc nous on veut toujours le faire combattre. Bon, donc le combat, impossible de le faire, ça c'est une évidence. La deuxième des choses, c'est que directement après, on a donc Samir Kadji c'est mort, il est out. Ensuite on a Anthony Salamone qui reste tout seul et il faut lui trouver un adversaire. Et c'est vrai que Anthony oui, c'est vrai que Baki a été suggéré, mais pas que Baki. Il y a eu une longue liste de personnes suggérées. Et c'est simple, vous entendez souvent Dana White dire il y a ceux qui veulent combattre et il y a ceux qui font le blablabla. Dana White dit ça tout le temps en disant en réalité, vous savez pourquoi j'accorde tout à Conor? Parce que Conor, quand vous lui proposez un combat, il ne parle pas chinois. Il veut combattre. Et quand il vous propose même de l'argent, et quand il vous demande de l'argent, une augmentation, il reste raisonnable parce qu'il veut combattre. Il y a deux genres de personnes. Ils ne veulent pas combattre, mais ils ne veulent pas vous avouer qu'ils ne veulent pas combattre. Et ils vous demandent 14 millions alors qu'ils ne valent même pas 400 000 à payer. Et donc, j'ai l'impression que M. Salamone n'est pas ce genre. Il me l'a dit clairement, il m'a avoué, il me l'a dit clairement. Moi, je veux gérer ma carrière. Je dois calculer, j'ai un précieux score de 7-0 et donc je vais faire attention. Je lui ai donné des conseils que je pensais être pertinents en disant c'est un très mauvais choix. L'UFC, c'est très mathématique. Très rapidement, on sait exactement si tu te caches ou si tu fais des vrais combats. Quand tu as quelqu'un qui te propose 7 combats et que tu ne réponds à aucune de ses offres et que tu lui ramènes un lien pour un autre combat qui n'a pas de sens, bon voilà, c'est pas ce que je veux dans ma ligue. Moi, je profite de cette tribune pour passer le message à ceux qui veulent combattre sur Arès. Vous perdez votre temps. C'est un message que je donne à mes élèves, même du MMA Factory, je dis, ils le savent. Ne venez pas sur Arès si vous voulez vous cacher. On ne protège pas les carrières sur Arès. On met les gens en avant, on avance. La polémique de dire que j'ai voulu mettre Samir Kadji, non, Anthony Salamone contre Baki, ça n'a pas lieu d'être une polémique. Parce que Samir Kadji, c'est un 84 kilos. Baki combat en dessous à 77 kilos. Parce que Samir Kadji a 7 combats, Baki n'a que 4 combats. Parce que Samir Kadji était entraîné pour combattre, il est prêt pour combattre, alors que Baki, on lui donne l'information de combattre 2 jours avant. Et donc, dans tous les cas, le piège, c'est contre Baki. N'importe qui dirait, moi je vois tous les amateurs. Donc, quand il y a quelqu'un
qui dit non à ça, qui ne réagit pas à ça, il n'y a pas photo, ne vous posez pas la question. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pas son truc. Ça va être compliqué d'aller dans ce chemin-là, de se protéger. Au bout d'un moment, il faut se mouiller, il faut combattre. Et William Gomis, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Est-ce que tu penses qu'il est légitime au title shot? Et, et est-ce que Barao, pourquoi il n'était pas présent pour son combat? Barao n'a pas été présent, simplement une histoire de Covid. Vous le savez déjà que quand on voyage, on va aux États-Unis, il faut qu'on soit négatif sur le Covid. Du coup, lui, il était positif sur le... Non, c'est pas lui qui était... Ses coachs étaient positifs sur le Covid et il dit qu'il ne vient pas. Il y a pas... Enfin, on ne va pas forcer quelqu'un à venir s'il ne veut pas venir. Il dit qu'il ne vient pas et il dit qu'il ne vient pas parce que Jair, son coach principal, qui est la personne qui l'a toujours encadré, ne peut pas le laisser faire ça et donc il va lui dire non, je ne peux pas venir. Et donc lui, il envoie son manager, Ronnie, m'envoie le message et me dit écoute, je suis désolé, Barao ne sera pas là. Et donc on s'adapte, on trouve un autre adversaire, William Gomis. William Gomis, il a reçu un adversaire, il a fait une performance décente. Je ne l'ai pas trouvé à son top. Je pense que William Gomis peut faire. C'est pas évident, je pense, psychologiquement aussi, de changer d'adversaire au dernier moment, avec la pression plus ou moins médiatique qu'il y a eu. Pour les deux, du coup, parce que la pression médiatique ou pas, peu importe, toujours est-il que William Gomis ne peut pas avoir l'excuse de dire qu'il n'a pas été à son top parce que c'est un short notice, puisque le vrai short notice, c'est celui qui arrive. C'est vrai. Maintenant, je ne suis pas... Sa performance était décente. Il a fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Il a gagné par la décision, il a finalisé son gars. Donc, c'est pas folichon, mais c'est correct. On va voir ce qui va se passer avec un nouvel adversaire. Il faudrait qu'il ait un client solide et qu'il soit testé et qu'on voit ce que ça donne. Pour le moment, je ne pense pas qu'on va faire la ceinture, mais je pense qu'il devrait avoir un adversaire solide pour le tester sérieusement et voir ce que William Gomis donne. Ça marche. Et qu'est-ce que tu penses de Jackie Jeanne? Est-ce que tu penses que d'ici quelques temps, il sera légitime à la ceinture ou il doit encore faire ses preuves? Légitime à la ceinture, c'est dur. Hein. Enfin, c'est fou. C'est que c'est différent. C'est que Jackie Jeanne, c'est un guerrier. C'est un mec qui se réveille et qui fait la guerre et qui trompe la mort. On ne sait pas comment, mais il trompe la mort. Mais pour faire une ceinture, il faut un certain niveau technique. Il faut un minimum de connaissance de la discipline. Voilà, on sait qu'il vient du pied-point et qu'il avance, il améliore. Mais on n'est pas encore dans l'optimisation de la compréhension de la discipline. Donc, laissons-lui un peu le temps de se construire. Ne le brisons pas. Parce que si on lui met une ceinture, on va lui mettre qui? Aujourd'hui, si on lui met Oumar Sy pour faire la ceinture à 93 kilos, c'est tendu quand même, Oumar Sy. C'est un monsieur, Oumar Sy, ça va être chaud. Voilà. Donc, vous ne voulez pas qu'on fasse ça, il faut le laisser construire encore sa carrière, apprendre encore le MMA, il est relativement jeune, et puis il va devenir un grand combattant avec le temps. Mais là, je pense que ce ne serait pas lui rendre un service que de lui placer une ceinture. Et en parlant d'Oumar Sy, j'ai vu qu'il était au KSW, mais il a combattu à l'ARES. On pourrait le revoir là, à l'ARES? C'est possible. Il est possible qu'il y a des petites négociations avec le manager, des arrangements pour voir comment le libérer pour le mois de septembre. C'est possible qu'on le voit sur le 2 septembre sur Arès. Ok, ça marche. Et Yacine Bouganem? Yacine Bouganem, je pense que c'est peut-être le moment de faire le match de revanche entre Jackie Jeanne et Yacine Bouganem. Je me posais une question parce que on avait vu des vidéos où Hassan Dam s'entraînait avec toi pour faire du MMA. Et qu'en est-il pour le moment? C'est compliqué. C'est toujours compliqué de changer de discipline, de passer, de reprendre un nouveau défi. Voilà quoi. Donc, il y a eu le Covid qui nous a un peu ralenti. Quand Hassan avait signé, il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus. On n'a pas pu faire l'événement qu'on devait faire. Ça a ralenti les choses. Et aujourd'hui, je pense que ces projets ont changé. Jimmy Vienno? Jimmy Vienno, pareil. Pareil, ouais. Compliqué de trouver un adversaire. Ah bon, c'est pas à ce point-là? Ou est-ce que c'est compliqué dans le sens où c'est lui qui veut être très sélectif
Ou est-ce que c'est les adversaires qui ont peur? Extrêmement sélectif. Je pense que Je c'est le vois. record de la sélectivité. Ah. Voilà quoi. C'est tendu à mort. Voilà quoi. J'aime beaucoup Jimmy Vienno. J'ai vraiment passé des nuits blanches à essayer de dénicher le bon adversaire pour Jimmy Vienno. Ouh là là, Ouais, c'est chaud. c'est chaud, chaud.